un jeudi, je ne sais plus si c'est le 24, le 25 ou le 26. En tout cas, j'aimerais traiter de cette chose et appeler la chose, puisque je viens de l'entendre et euh, à propos d'une émission autour de Lacan, et j'aimerais, avant d'être, j'allais dire, pollué, non, mais avant que les développements produits par la personne interrogée ne, ne s'imposent à mon esprit, ne prennent place, j'aimerais rester seul avec ce mot, la chose. J'ai déjà été contaminé par le fait qu'il a fait référence à ce film, cette chose mystérieuse et fondamentalement hostile et fondamentalement euh, autre, dans une altérité impossible à comprendre, et où j'ai cru entendre aussi le mot de la mer. Donc il y a déjà deux éléments qui vont interférer obligatoirement dans le traitement que je vais essayer d'accorder ou à ce, à ce mot de la chose. J'ai déjà été contaminé, je ne sais plus comment, donc il y a déjà un troisième élément, je n'arrive pas à le situer. En tout cas, ou alors autocontamination, en tout cas, je ne sais pas. Je suis déjà dans une sorte de chemin, et ce chemin, il est obligatoirement rattaché ou attaché à des mots. Et alors, la chose, ça va être l'élément sur lequel on n'arrive pas à mettre un nom. L'élément qu'on n'arrive pas à nommer. En fait, je suis un peu obligé de faire appel ou faire exister ou de tenir compte plutôt du mot désir. C'est la chose qu'on n'arrive pas, là aussi, à identifier clairement, je dirais aussi, à circonscrire, à maîtriser, à dominer. C'est la chose qui s'empare de nous sans qu'on ait notre mot à dire. C'est de l'ordre de l'imposer. Voilà le désir qui s'impose. Et si on reste sur ce niveau-là, ça ne va pas aller très loin. Ça va rester un peu dans une sorte de focalisation. La chose, c'est quand il y a une sorte de difficulté, voire d'impuissance, à dire ce qu'est une chose, à l'identifier, ce qu'est un élément. Et à l'identifier, on dit cette chose. Et souvent, moi, je dis quelque chose comme cela. Donc, là aussi, ça reste assez indéterminé. Autant dans l'indéterminé, il y a aussi la possibilité d'interpréter à loisir, mais il y a aussi une sorte d'indécision. Quand on n'arrive pas à nommer les choses de façon claire et à leur accorder une sorte de statut bien évident, il y a là comme un aveu d'échec ou un aveu d'imprécision ou un aveu d'indécision, peu importe en tout cas. Il y a déjà dans ce rapport un mot. On voit à quel point cet exercice d'auto-analyse
et à quel point il doit à la psychanalyse ainsi nommée. Cet exercice qui consiste un peu à faire étalage de ce qui se passe en soi, comme cela, évidemment, on pourrait toujours essayer de lui ajouter des éléments venant d'autres sphères. Il reste que la prise de parole en elle-même est un exercice, j'allais dire, dont s'est emparée la psychanalyse. Elle a en exclusivité. On ne peut pas parler sans quelque part se retrouver sur comment dire, sur un canapé, allongé quelque part. Même quand on n'est pas allongé, on est allongé. Même quand on parle face à un écran, on est face à quelqu'un où on est dans une position qui s'approcherait un peu de la position classiquement admise, c'est-à-dire on a le droit de parler de soi de la manière que l'on veut, que l'on voudrait, et avec pour seule contrainte le fait de payer, mais aussi le fait de devoir s'arrêter à un moment donné, puisque le flot de parole ne doit pas devenir incontrôlable. Il faut un moment créer une sorte de, comment dire, renvoyer l'être vers son silence. Il faut qu'il se taise. Alors là, le silence, la taisance, quelle est sa fonction? Je n'en sais rien. Donc toujours des éléments en rapport, encore une fois, avec cette chose dite psychanalyse, et donc le fait de se taire et de garder pour soi une partie de ce que l'on pense, une sorte de rétention, non pas anale, mais une rétention parolière ou langagière. Et le mot chose permet aussi de prendre une sorte de recul, une sorte de distance avec une discipline, avec un credo, avec un dogme, etc. Quelque chose, cette chose plutôt, désignée. C'est pour marquer qu'une sorte de non-adhésion, ou d'une adhésion pas tout à fait pleine à cette discipline qui, à tout le moins, tente à se saisir d'un champ et à se l'approprier. Le champ de la parole, le champ du rapport qu'on fait sur soi, le champ de en tout cas, je me suis un peu éloigné du mot chose. Il y a, pour celui qui pratique les mots, il y a toujours une question sous-jacente. Pourquoi je fais appel à tant de mots? Pourquoi je fais appel à tant de mots différents? Je sais qu'ils sont souvent à leur place. Ils ne sont pas convoqués pour rien. Et pourtant, je peux me sentir un peu dans une sorte de soit de trop plein de mots, soit d'excessivité. Je place beaucoup de mots pour dire une chose qui peut être dite en 2-3 mots. Pourquoi tant de mots quand la chose peut être
résumer ou présenter de façon succincte et non, néanmoins satisfaisante. Voilà la chose à laquelle on pense. Donc, pourquoi un mot n'est jamais le dernier mot, le mot ultime et on passe d'un mot ultime à un autre, d'un mot signifiant, très signifiant, à un autre mot très signifiant. Il y a toujours un mot qu'on voudrait rajouter, parce que le précédent n'est pas tout à fait en capacité de faire porter, de nous représenter. Puis cette chose peut être aussi ce corps. Simplement ce corps avec lequel on installe tout. Grâce à ce corps, nous sommes dans le monde. Grâce à ce corps aussi, à cause de ce corps, nous pouvons nous retrouver hors du monde, le corps. Le corps, cette chose-là, vraiment, c'est une chose dont nous héritons au niveau de sa forme, au niveau de ses capacités, au niveau de ses potentiels, mais aussi au niveau de ses faiblesses, au niveau de ses défauts. Il faut faire avec cette chose qu'il a, qui demande de l'attention. Il peut y avoir une sorte, non pas de divorce, mais une sorte de séparation entre deux éléments. Un corps qui, contre toute raison, contre toute volonté, vous fait faire des choses simplement, quelquefois, vous savez, vous êtes quelque part, on vous présente quelque chose et vous le mangez. Et vous la mangez, cette chose. Quand vous partagez un repas, vous êtes aussi dans une sorte de moment de convivialité, mais aussi, si vous êtes chez quelqu'un, vous pouvez là aussi être, pouvez être aussi dans un moment où vous êtes en demande physique simple. Vous avez faim, vous avez soif, et cela vous demande un petit peu de vous rabaisser, d'accepter une sorte d'être dans une position de demandeur, une sorte de position d'humilité. Le corps exige de vous que vous soyez en contact avec vos semblables, à ce que vous mainteniez des relations de cordialité, des relations d'entente, même à un niveau basique. Et l'esprit peut-être, est-ce que, évidemment, il y a une relation entre l'esprit et le corps telle qu'on ne puisse pas séparer l'un de l'autre, comment dire, définir les territoires de l'un ou de l'autre. Bien sûr, quand on cherche du côté de la chimie organique ou des choses dans ce genre, on voit un peu l'importance que le corps a sur l'esprit ou l'esprit a sur le corps. Je n'en sais rien, il est toujours difficile. C'est parce que nous, à partir de quel moment c'est le cerveau qui
va prendre les choses en main et à partir de quel moment autre, c'est peut-être le corps dans ses expressions les plus primaires, si je puis le dire ainsi. Voilà donc cette chose qui est ce corps qui donne de vous une idée, qui peut ne pas correspondre à l'idée que vous faites de vous-même dans votre fort intérieur. Une voix, par exemple, c'est votre voix. Elle renseigne sur votre état de santé, sur votre âge, sur un certain nombre, sur vos antécédents lexicaux et quelques, et vous pouvez ne pas être d'accord. Je suis né dans une langue, et quand je parle une autre langue, cette première langue est toujours là. Et moi, j'aimerais bien, à un moment, que je puisse être un peu moins dans la confusion. Qu'on ne me rappelle pas, quand je parle ma deuxième langue, qu'on ne me rappelle pas que je ne suis pas tout à fait comme les autres. Et voilà cette chose, encore une fois, la chose que nous ne comprenons pas de nous-mêmes et toute la série de choses. Nous ne comprenons pas ce qui fait que l'autre se comporte comme il le fait. Nous ne comprenons pas comment nous-mêmes nous comportons comme nous l'avons fait à maintes et maintes reprises. Comment les désirs se neutralisent, un désir d'aller, un désir de ne pas aller, un désir de participer, mais aussi un désir de rester sur la réserve. Et cela finit par produire quelque chose qui confuse. Il n'y a ni la participation à proprement parler, ni la sortie du monde. On est toujours dans un état intermédiaire et même pire qu'intermédiaire, on est dans un état confus, un état presque un état sans valeur. La chose, le terme de chose, on peut aussi l'appliquer à quelqu'un. On a en face de soi, là encore une fois, un corps, une voix, une sorte de rapport à l'espace, des signaux, des gestes, des automatismes, une certaine façon de présenter les choses, un rapport particulier au monde, une série de préférences, une série de hiérarchisation, une série de tout un tas de choses. L'autre constitue quelque chose qui nous laisse quelquefois un peu interloqué. Il y a minimum, c'est cela, si ce n'est plus, ça peut être une réaction de rejet, tout simple, ou d'une réaction de refus de participer au roman de l'autre. On parle du récit national, on pourrait parler du roman individuel, la chose que chacun fait
de sa vie et la façon qu'a chacun d'organiser sa vie, de créer son propre univers, avec ses personnages, avec peut-être lui en personnage central, puis le monde autour, avec évidemment, c'est lui le maître de son propre roman, en grande partie, et puis, quelquefois, vous n'avez pas envie de devenir un de ces personnages. J'aurais pu être là en train d'écouter ce que disent les écrivains sur Lacan, sur le lacanisme, etc., etc. Quelqu'un qui aime les mots, c'est quelqu'un, a priori, quelqu'un de confusionné. Obligatoirement, si on aime la compagnie des mots, c'est que on ne s'est pas encore défini sa trajectoire vers la définition de soi qui peut prendre toute la vie, même au-delà. Par exemple, quand on voit ce qu'a écrit Lacan, ce qu'a dit Lacan, par exemple, on va dire, il a dit en termes de en poids, peut-être ce qu'on en a fait, voilà, 10 kilos de papier. Puis ce qui a été écrit sur Lacan, c'est peut-être 1 tonne. Voilà le rapport. Alors, malgré toute cette quantité, cette masse d'écrits, il reste peut-être encore des choses à dire. Ce qui peut évidemment amener à dire que cette quête de soi, que ce soit soi-même ou soit l'autre, dans le rapport qu'on a avec l'autre, quand on essaie de l'aider à se définir. De toutes les façons, on peut aussi se définir à travers l'effort que fait l'autre pour se définir. On peut aussi un peu rester d'une sorte de dynamique de recherche et d'introspection, etc. Les mots n'aident pas. Les mots ne donnent pas la clé. Et celui qui est en fait atteint par un défaut originel, un défaut structurel, un défaut dans sa substance elle-même, on pourra dire substance psychique, je ne sais pas. À quel moment cela peut être renvoyé? À quel moment ça commence? Il est possible qu'il reste indéfiniment, qu'il n'y a pas de moyen de l'en sortir. Il y a juste à l'aider à trouver une sorte, à réaliser une sorte de pacification, une sorte d'état, de relations pacifiées au monde et à temporiser ces différents élans. La chose, comme quand j'entends les moineaux, il y a là une chose entière qui est l'écrit. On voit qu'il y a différents écrits, différents cris, et ces cris correspondent à des moments, soit à des moments de joie, soit à des moments d'anxiété, soit à des moments d'excitation, soit à des moments de plaisir, soit... Et puis, on ne peut pas aller plus loin que cela. Il faut être une sorte d'observateur vraiment outillé de je ne sais quoi pour pouvoir commencer à déceler, par exemple, une sorte de structure
je ne sais pas, une structure lexicale, etc., commencer à avoir une sorte de langage dans les différents cris, les différentes modulations de ces mêmes cris. Il peut y avoir un cri, mais modulé d'une façon, le même cri, modulé de plusieurs façons. Et, et comme cela, pour soi-même, il y a différentes expressions de soi, mais ces expressions sont difficiles à interpréter au-delà des, j'allais dire, des premières conclusions. Il y a toujours un moyen de dire cette personne est dans un état précis. Voilà une sorte de conclusion, diagnostic, etc. Mais au-delà, il y a toujours un au-delà. Quelque chose qui se cacherait derrière une autre chose, un peu le système des poupées gigones, mais peut-être pas à l'infini, mais il y a toujours quelque chose derrière la chose qui apparaît ou qui se laisse deviner. Évidemment, c'est l'objet principal de la psychanalyse d'aller un peu à la poursuite de ces choses-là, aller comme si elle devait les débusquer. Plus ces choses se cacheraient et plus elle essaierait de s'échapper, plus elle se cache dans une... Comment dire? Plus elle se... leur tactique de fuite, leur... comment dire? Leur stratagème, etc. Plus tu fais dans le déguisement, plus tu fais dans la cachotterie, plus tu fais dans l'invisibilité, plus tu fais dans plus tu fais dans plus la psychanalyse va être intéressée. Un peu quelqu'un qui s'attaquerait à un gisement archéologique, comme ça se dit, et puis il commence par les couches les plus récentes, on va dire médiévales, et puis après on va arriver à l'antique, et puis on va arriver à la proto-histoire, etc., jusqu'au moment où on va arriver à la Roche-Mère. Et à ce moment-là, et toujours avec cette particularité que chaque couche qui est fouillée est détruite à jamais. Voilà un peu quelque chose que les archéologues, entre guillemets, se plaisent à signaler. Donc, pour la psychanalyse, je ne sais pas si c'est le cas, c'est le cas, quand on révèle une couche des choses cachées, ou des choses sous-jacentes, ou des choses non apparentes, est-ce que cette couche-là, une fois cette chose-là, cette couche, une fois parcourue, analysée, étudiée, est-ce que elle ne disparaîtrait pas? Voilà, on pourrait dire, je t'ai mis à nu. Je t'ai... voilà, tu ne peux plus utiliser cet espace-là. Donc tu vas devoir, jusqu'au moment où peut-être on va arriver au stade le plus archaïque ou le plus ancien, et à ce moment-là, on tomberait sur quoi? Car la Roche-Mère, là aussi, derrière la Roche-Mère, il y a encore de la roche. Il est évident que cela peut aller très, très loin. Nous intéressons à ce que nous pouvons considérer comme la Roche-Mère parce que nous aimons avoir des limites.
À un moment donné, on va se dire, tiens, c'est obligé que cette roche-mère. Mais derrière la roche-mère, il y a aussi peut-être des traces du vivant, d'autres peuples, d'autres êtres. Et il n'y a pas de limite, hein, quelque part, à l'histoire. Et on pourrait parler, évidemment, là, de l'arbre généalogique d'un être. Un être peut-être l'héritier d'une sorte de propension à, à faire ou à dire ou à pratiquer une sorte de comportement. Il peut être un peu malgré lui dans la reproduction et dans... Voilà. Donc cette chose qui autour de la chose. Évidemment, dans le traitement du film, le film m'avait beaucoup intéressé. C'est l'idée que, la première version, l'idée que on ne puisse pas découvrir la menace avant qu'elle ne devienne réellement immédiate, imminente. La menace qui se nicherait un peu dans le familier, dans les choses familières. Ce n'est pas exactement ce qui m'intéresse. Bien sûr que le film m'avait beaucoup impressionné à l'époque de sa projection en France, mais c'est la chose a pour moi une autre, le mot chose a pour moi d'autres utilisations qui n'ont pas grand chose à voir avec cela. Et puis il y a aussi l'idée de chosifier les choses, de les gens ou les éléments. D'une certaine façon, quand on dégrade la valeur d'un être et qu'on vers le statut de chose, évidemment, il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas non plus. La chose, c'est pour, évidemment, un peu une certaine idée de l'informe, de l'évident qui est en même temps pas évident, le visible qui est en même temps pas tout à fait visible, la chose, l'élément qui est, qui est qui offre la possibilité d'être compris tout en réservant des plages ou de mystères. Il y a du mystère et même au-delà du mystère, il y a des choses, de l'incompréhensible, il y a de l'étonnant, il y a du déstabilisant, il y a d'une certaine façon, je suis déjà en train de sortir du traitement. Il faut, comme on dirait, comme dirait quelqu'un, il faut arrêter les mots. Et pour rester un peu dans la psychanalyse, il est peut-être déjà venu le temps d'arrêter, peut-être déjà les 20 minutes sont passées, et même on est dans les 30 minutes si j'arrive à voir. Donc je peux arrêter, je peux m'arrêter moi-même et dans cette pratique de l'oralité, l'idée principale, c'est de se saisir d'un mot sans le laisser un peu s'installer
dans le, le passé, c'est-à-dire sans décalage dans le temps. Plus le mot est récent, plus le traitement en est intéressant. Après, 10 minutes après, ce n'est plus tout à fait la même chose, donc 15 minutes après. Bien sûr, je ne prétends pas avoir analysé ce mot comme je l'aurais voulu, évidemment, puisque mon corps, là encore une fois, mon corps n'est pas tout à fait dans les meilleures conditions. Je suis dans une sorte de stress permanent dû à mon environnement, et ce stress m'empêche de produire quelque chose que je pourrais revendiquer sans problème. Il s'agit là, en ce moment, d'une parole qui ne me satisfait pas. Potentiellement, je peux faire mieux. Mais là, encore une fois, j'ai appris avec la psychanalyse, avec d'autres, que la valeur qu'on donne aux choses est toute en relativité. L'idée de performer n'est pas de créer, de faire dans la performance, n'est pas spécialement une idée très intéressante. C'est dans un peu comme on pourrait dire dans le manque que se révèle la nature profonde de l'être, et on pourrait dire c'est dans la difficulté que se révèle qu'on perçoit l'intérêt d'un propos. C'est quand il n'est pas dans la perfection ou même quand il n'est pas dans une sorte d'excellence, quand c'est pas exactement le cas, mais je peux utiliser le terme défaillant, quand il est chancelant. Voilà, quand il est chancelant, il est intéressant par ce biais-là. Encore que je ne considère pas mon propos comme chancelant, je le considère comme un peu on va dire mon con de concentration. Voilà, simplement, le mot chose, dans ma tête, il pouvait s'incarner de plusieurs manières à la chose. La psychanalyse, la chose, le continent un peu inexploré de soi. J'avais pensé, au moment où j'ai pensé au mot chose, enfin le mot chose est venu à mon esprit, c'était ces éléments qu'on n'a pas envie de nommer, dont on n'a pas envie de parler. Voilà une chose qui est très particulière. J'ai tenté les explorations intimes et je les ai rendues extimes, c'est-à-dire publiques. Elles ne sont plus privées, elles sont de l'ordre du public. Mais je me suis réservé une sorte de terrain que je ne fais visiter à personne. Voilà cette chose qui est là qui doit continuer d'exister. Quelquefois, on fait entrevoir à quelques intimes un peu de cette chose-là, mais pourquoi cette chose ne peut pas être partagée? Parce que l'être n'est pas défini par une partie de lui. L'être est dans l'ensemble de ce qu'il est. Ses constituants qui peuvent paraître parfois contradictoires, incompatibles, peu importe, il peut donner l'impression d'être dans une sorte de
de posture, une sorte de duplicité, une sorte de... L'être, il est multiple. Par essence, il est multiple. Ne serait-ce que parce qu'il traverse le temps. Et le temps lui permet de s'apercevoir que ce qu'il préférait à un moment ne l'est plus à un autre moment. Il y a, soit on amène quelque chose à sa plus haute expression, on réalise quelque chose et on passe à autre chose, soit quelque chose se refuse à nous et on ne la réalise pas et on la laisse et on passe à autre chose. C'est le temps qui permet à différentes facettes de soi de s'exprimer. Certaines s'expriment à un moment et d'autres à d'autres moments, et puis certaines s'expriment de façon comme ça conjointe et parallèle. Et voilà un peu la chose qui pourrait peut-être, pour conclure ce propos, la chose, c'est ces interrogations, cette série d'interrogations qu'on peut avoir avec soi-même. Et comment j'ai pu, dans cet être que nous interrogeons en permanence, cet être qui nous, en permanence sur ce qu'il a fait ou n'a pas fait, sur ses retenues, sur ses élans, sur ses silences, sur ses, d'une certaine façon, excès de mots, excès de paroles, sur une certaine façon sa malvoyance, un moment, et où sur les choses qui n'étaient pas à leur place ou qui n'étaient pas bien dimensionnées, bien proportionnées. Il y a, et puis on voit aussi des choses de ce style. Je dis une chose et pourtant je sais que cette parole va me nuire plus qu'elle ne va, plus qu'elle ne va me plus qu'elle ne va m'appuyer ou me renforcer. Et à un moment, on peut aussi, au niveau des idées, j'ai en face de moi quelque chose qui se produit, je peux émettre une objection, et pourtant je ne fais rien. J'ai les éléments pour intervenir dans le cours du temps, et pourtant je reste comme pétrifié, comme atteint d'une sorte de fixité involontaire. On peut toujours élargir un propos pour un peu se forcer, un peu parler, à continuer. Et il est possible que cela aboutisse à quelque chose, il est possible que ça n'aboutisse pas. À un moment, l'idée d'utiliser la chose, le terme de la chose, peut être utilisé pour envoyer une question comme ça globale à quelqu'un. Cette chose que tu es toi, c'est quoi concrètement? Cette chose que tu constitues, que je vois, c'est quoi? Il peut y avoir la réponse comme ça. Cette chose, c'est moi, c'est la personne que tu connais. Mais j'ai l'impression, pas plus que l'impression, de ne pas te connaître. À un moment,
j'ai cru te connaître. Et puis, cela m'a pas été bénéfique. Alors, je préfère plutôt m'adresser à toi en termes comment dire, dans ces termes-là, tu représentes un inconnu, tu représentes un mystère, une chose comme ça que je n'arrive pas à nommer. Es-tu pour moi ceci ou cela, je ne sais comment te qualifier. Je ne peux utiliser aucun mot car le moindre mot va signifier que j'ai une idée ou j'ai une présupposition. J'ai pas d'idée. Je veux plus avoir d'idée. Tu représentes pour moi comme quelqu'un qui débarquerait dans un monde totalement inconnu. Pas un continent quelque part qui ferait partie de notre planète, mais quelqu'un qui... Voilà, tout est différent. Pas de possibilité de communiquer, pas de possibilité de partager quoi que ce soit, tout est différent. Pour moi, tu es différent. Tu es un autre. Il faudrait, d'une certaine façon, même dans ce contexte-là, créer. Pas possible de compter sur des interprètes. On n'est pas en Amérique dite latine ou dans cette région du monde dite l'Amérique latine ou autre. On est dans un monde, il faut créer les moyens de communiquer. On n'est pas réellement dans une altérité totale. C'est juste un peu au niveau c'est pour la beauté de l'hypothèse, mais sinon, on est dans une altérité relativement lisible, relativement approchable. Il n'est pas d'être qui soit dans une posture, dans une position totalement inabordable. Je peux t'aborder, mais il faut d'abord que je prenne contact, que je me renseigne, que je sache tout. Il faudrait que tu me parles de tout, de ton histoire, début jusqu'à maintenant, que tu me parles de comment tu vois le monde, comment tu te le représentes, etc., etc. Le mot chose permet de renvoyer à l'autre ce qui nous renvoie à lui-même, l'idée d'un mystère, d'un grand mystère. Oui, il faut arrêter, c'est clair qu'il faut arrêter. Je signale que le mot que j'avais pensé ce matin au terme à traiter ça en arabe, disant casser. Casser le plafond de verre ou casser plutôt, c'était par rapport au mur du son. Le mur du silence plutôt. Casser le mur de silence. La prise de parole, même comme cela quand on n'a parlé à personne depuis quelque temps, et même au réveil, puisque je suis dans le réveil, même l'heure tardive ne veut rien dire, je suis dans le réveil et je suis privé de la parole. Et donc les premières paroles d'une journée sont toujours des paroles hésitantes. Il faut que j'ai eu ma dose de café, il faut que j'ai élocutionné auparavant. C'est comme avant de commencer à bouger sa langue, il faut l'avoir bien comme il faut l'avoir exercé auparavant. C'est cet exercice et ce que vous avez un peu devant vous, c'est le premier niveau de la prise de la parole dans une journée. Peut-être qu'il sera le seul, peut-être qu'il y en aura d'autres, et on pourra voir, je pourrai voir si j'ai plus de
de facilité plus à parler, à locutionner, et voilà. Donc, en tout cas, là, il s'agit d'une sorte de... pour l'instant, il s'agit d'une sorte d'essai pas très concluant, mais c'est toujours ça. Et c'est mieux que rien. Le néant est quelque chose qu'on peut désirer, mais on peut aussi désirer à rester dans une sorte comment dire, dans un avant le néant, avant le silence définitif, continuer un peu de meubler le temps par des paroles. Le néant est plus une figure de style que quelque chose, rien de plus. C'est un jeu qu'on fait avec les mots et avec nous-mêmes. On peut vouloir se taire, on peut vouloir disparaître, on peut vouloir se, se désintégrer, s'annihiler, mais dans le fond, on reste un peu dans une situation, attention, je vais le faire, mais on passe pas à l'acte. Il faudrait peut-être, on attend d'avoir des témoins, des assistants, pour préparer le dernier coup de sa vie avant de clore ce chapitre. Pour une fois pour toutes, il faut mettre cela en scène. Une sortie de scène tout en discrétion, ça a l'air pas très attirant, pas très tentant. On veut qu'il y ait une sorte de happy end ou une sorte de comment on dirait cela en anglais, sadly end. Voilà, une sorte de sadly end, un triste fin, une sorte de je ne trouve pas tout à fait l'antonyme exact en anglais, mais en tout cas, peu importe la chose. Un peu cette compagnie de France Culture, qu'elle soit maudite, qui vous permet de continuer d'être dans le monde, j'allais dire des idées, bof, qu'est-ce que c'est, comment dire, on peut pas le dire comme ça, mais en tout cas, les gens, on voudrait toujours avoir des gens avec qui creuser des sillons dans le domaine de la pensée, un peu toujours reprendre les labeurs cognitifs et autres, et puis on n'en trouve pas, alors on se contente de cet élément qui m'a été fidèle depuis toujours. La radio, je suis né dans la radio, je vais mourir avec la radio a priori. Je suis né dans une radio, je vais peut-être mourir avec une autre. Il y a une radio de jeunesse. Et puis là, France Culture est une radio de maturité et de vieillesse et de mort, puisqu'elle permet, justement, contrairement à d'autres radios, de pouvoir un peu avoir quelques programmes qui correspondent à tout le monde, à toutes les générations, à toutes les étapes de la vie. Bien sûr, l'élément jeunesse est assez... les vieux ont disparu, morts ou mis à la retraite d'office, et on est en face à beaucoup de jeunes qui se sont emparés de la parole, se sont emparés des idées. Il faut là aussi les suivre et les accepter. Il faut accepter que des gens plus jeunes que soi aient accès à la parole et accès au savoir, et vous devez
les accompagner, même si ils ne correspondent pas à ce que vous auriez préféré. Voilà donc fin de cette parole autour du mot chose. Voilà une parole, cette chose, qui elle-même n'a pas de nom. Hein? C'est quoi cette parole? C'est quoi cette chose qui se présente ainsi dans une sorte de désordre, joyeux ou mal joyeux, peu importe, mais qui se présente ainsi? En quoi est-elle nécessaire? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Quelle est sa légitimité, cette parole, cette chose-là qu'on voit, qu'on a du mal à circonscrire, puisqu'elle s'exprime sur plusieurs registres, elle touche un peu à tout, sans se concentrer sur quelque chose en particulier. Cette parole qui, quelquefois, semble assez sûre d'elle-même, quelquefois elle est dans une sorte de j'allais dire d'auto-acclamation. Bien sûr, il y a toujours la légitimité d'un acte et la définition de ce qui se passe. Cette chose qui est cette parole est difficile à définir et difficile à intégrer dans quelque chose de préexistant. Cette parole n'existe qu'à travers l'Internet. Elle n'existait pas avant. Elle était plutôt réservée à l'écrit. Elle était réservée aux entretiens qu'on pouvait avoir avec des gens. Il n'y avait personne ne produisait de la parole comme cela, sorte de journal sonore. Tout le monde, soit dans une conférence, soit dans un entretien privé, tout le monde obéissait à des règles et la parole était encadrée. Elle s'intégrait dans quelque chose de, j'allais dire, de classique, une leçon, etc., etc. Et puis là, il se trouve que la parole peut exister hors du cadre académique, hors du cadre de transmission de savant à savant. Et voilà comment elle est, cette parole. Elle est là, elle existe, au même titre que d'autres paroles. Elle ne prétend pas entrer en compétition avec elle. Elle demande juste le droit d'exister, elle aussi, et de vivre sa vie, le temps. Le temps que l'Internet lui accordera, le temps un peu de cette que il arrivera sûrement un moment où tout cela cessera d'exister parce que le compte aura été effacé, parce que l'Internet aura connu une crise majeure, parce que cette parole est en même temps, elle est là et en même temps, elle est d'une certaine façon très précaire. Elle n'est pas inscrite dans le papier, j'allais dire, elle n'est pas inscrite dans le marbre, elle n'est pas sauvegardée de façon j'allais dire, intemporelle. Elle est là et elle a une durée de vie qui, par définition, est limitée. Donc, c'est quoi cette chose? Voilà à vous d'essayer de la définir. À votre tour, à vous d'essayer de lui donner une identité, de lui accorder un statut ou pas. Cela m'est égal, cela n'a pas d'importance. Après tout, nous produisons de la parole et puis il arrive un moment
où nous partons, comme tant d'autres qui ont pratiqué cet exercice-là. À quoi ça peut nous importer que notre parole nous survive ou pas? Ce qui est important, c'est surtout d'essayer, là encore une fois, de produire un peu d'incompréhension, un peu d'avancer un peu dans cette quête de la découverte de soi, tout en sachant que cela est impossible euh, de façon déterminante. Nous ne comprenons que quelques morceaux, quelques éléments, et en fin de compte, nous allons devoir nous en contenter. Le grand mystère qui est soi restera un grand mystère. Et en resteront des choses comme cela, un peu choses qui auront été approchées, mais pas pénétrées. Pour faire un jeu de mots à la mémoire du à la mémoire d'une certaine pratique ou une certaine science.